Bonjour à toutes et tous, bienvenue à cette neuvième rencontre co-organisée par Cyrano Éducation et l'ANRAT. Je vous rappelle l'enjeu de ces rencontres, hein, c'est de permettre de mieux découvrir des mises en scène de textes, soit issus des programmes scolaires. On a organisé des rencontres autour de Pour un oui ou pour un non, autour de l'île des esclaves, mais aussi d'œuvres plus classiques. Je pense à Don Juan, que ce soit avec David Bobet ou des Léo Cohen-Paperman. Et donc aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir dialoguer avec Jean Bellorini autour de sa mise en scène de l'histoire d'un Cid. Donc, j'ai présenté en quelques mots Jean Bellorini, qui est parmi nous. Vous avez commencé à faire du théâtre dans une association culturelle à l'âge de 11 ans, quand vous étiez en sixième. Vous avez dit à ce sujet, c'est le seul endroit où j'avais l'impression qu'on devenait auteur de son histoire à travers le récit d'un autre, où j'avais l'impression qu'on n'était pas que dans l'apprentissage de quelque chose de connu, mais au contraire de quelque chose de plus grand que soi. Nous qui, depuis 40 ans, œuvrons à l'ANRAT pour le développement des pratiques théâtrales en milieu scolaire, ces propos ne pouvaient que nous intéresser vivement. À 16 ans, vous commencez à mettre en scène des plus petits que vous décrochez un bac scientifique et vous vous inscrivez en médecine, mais en même temps à l'école Claude Mathieu. Entre les deux, vous choisissez, et sans doute heureusement pour nous, le théâtre et tout s'enchaîne très vite. Ariane Nouchkine vous accueille dans de la première édition de son festival Premier Pas. Puis Nicole Gauthier, directrice de du fameux théâtre de la Cité internationale, programme votre version de l'opérette imaginaire de Valère Novarina. En 2009, c'est la création de Tempête sous un crâne, inspiré des Misérables de Victor Hugo. Puis 2012, vous enchaînez avec Paroles gelées, d'après le quart-livre de Rabelais, au théâtre Gérard Philippe. En 2013, c'est Lilion, au Printemps des comédiens, La Bonne Âme de Sechouan de Bertolt Brecht, au TNT, Théâtre National de Toulouse. Et en même temps, vous vous battez pour donner un toit à votre compagnie, la compagnie Air de Lune, et vous êtes nommé à la direction du théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis, où vous créez plusieurs spectacles, dont Un fils de notre temps, Karamazov, à partir des frères Karamazov de Dostoïevski. Et en 2020, vous prenez la direction du TNP de Villeurbanne, où vous êtes toujours, succédant à Christian Schiaretti, Roger Planchon, Georges Buisson et Jean Villard. Vous y montez Le Suicidé de Nicolas Herman, Les Messagères d'après Antigone de Sophocle, et pour les fêtes de Grignan, donc, la fameuse Histoire d'un Cid qui nous réunit aujourd'hui. Donc, la tournée au premier trimestre 2025 s'annonce d'ores et déjà riche. Vous serez à la Coursive à La Rochelle et au Bateau-Feu à Dunkerque en février, à la Comédie de Reims et à la Faïencerie de Creil en mars, au Théâtre de Nîmes et au Théâtre Louis Aragon de Tremblay en avril, au Théâtre de Privas et aux Amandiers à Nanterre en mai-juin. Je précise toutes ces dates pour celles et ceux qui auraient le bonheur de pouvoir découvrir ce spectacle, non pas simplement en captation, mais en direct, en réel. Avec l'histoire d'un site, vous renouez ainsi avec l'adaptation d'un grand classique de la littérature française, un peu dans la lignée de ce que vous avez fait avec Tempête sous un crâne et Paroles gelées, mais dans une version qui semble tout droit s'inscrire dans une démarche de théâtre populaire, et on va revenir là-dessus, et dans l'héritage aussi du TNP de Villars. Villars qui avait monté le CID en 49, puis en 51 avec Gérard Philippe. Et donc, première question, c'est pourquoi le CID? Qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette pièce? Et comment est né ce projet créé aux Fêtes Nocturnes de Grignan et repris récemment au TNP que vous dirigez? Bonjour à tous. Merci beaucoup Philippe de cette introduction. Comment faire simple? D'abord, effectivement, c'est en tant que directeur du TNP depuis 2020 où on m'invite aux Fêtes nocturnes de Grignan et je me dis, tiens, quand même, ce texte, le site qui finalement est dans le théâtre public peut monter, voire pas monter, en tout cas rarement, qui est une pièce, pour moi, une langue, une écriture que j'aime au-delà de tout avec certains tubes, certains vers que tout le monde connaît par cœur. Et peut-être ça pourrait être là l'exemple, et ça c'était mon intention, ma démarche quand j'ai été invité aux Fêtes Nocturnes de Grignan, qui est donc un festival où il y a un spectacle qui dure tout l'été. On joue 45 fois en extérieur devant 800 personnes tous les soirs. Donc c'est un spectacle qui doit être très populaire, au sens le plus beau du terme, mais quand même au sens que les familles, les vacanciers, les gens qui sont là au mois de juillet, au mois d'août dans la Drôme, puissent voir un spectacle qui les embarque
Voilà, j'aurais pas osé à cet endroit-là monter Novarina ou Brecht, en tout cas différemment. Et là, histoire d'un CID, enfin le CID, je me dis, bah, en tant que directeur du TNP, le faire réentendre aujourd'hui, donner à entendre ces tubes, et avec vraiment ce principe de dire, mon rêve, ce serait que 800 personnes dans la salle euh, chantent à voix haute, ensemble, au rage, au désespoir, aux vieillesses ennemies, et qu'on se rende compte au fur et à mesure de la pièce que dans chaque scène, il y a des tubes extraordinaires, enfin, il y a des tubes, et pour autant qu'on ne connaît pas parfaitement l'histoire. Voilà, ça c'était ma première. Et tout ça avec de l'humour, parce que se dire qu'on est directeur du TNP, on peut difficilement se prendre pour Jean Villard. On a cet héritage qui est un peu lourd quand même. Voilà, je ne peux pas faire une seule interview sans citer Jean Villard, sans citer cette histoire du théâtre public. Et je lui rends hommage à chaque fois. Mais c'est vrai que de temps en temps, c'est un peu pesant. Et là, de me dire, on va pas faire le Cid, mais on va faire histoire d'un Cid. C'est d'ailleurs ce qu'avait fait Planchon aussi, juste après 68, où il avait monté sa version du Cid, d'un Cid complètement déstructuré, complètement baroque, complètement joyeux. Euh, Là, moi, c'était clairement un hommage à l'histoire, à la langue et à Gérard Philippe et à Jean Villard. Donc, je commence euh, assez vite par me dire, je dois faire ce spectacle devant la façade du château de Grignan. Comment ne pas me prendre au sérieux? Comment raconter le jeu? Et très vite, je pense à l'importance du regard presque adolescent des enfants que sont Rodrigue, Chimène et l'Infante, qui au fond se re-raconteraient l'histoire aujourd'hui. Voilà, si on jouait à être Chimène, Rodrigue et l'Infante, des personnages comme ça voilà, espagnols avec cette histoire, enfin cet underground très joyeux, des épées, de l'honneur, sans transposer artificiellement, et ça c'est mon obsession, hein, comment rendre contemporain mais pas moderniser une pièce. C'est-à-dire comment la faire résonner aujourd'hui, comment revendiquer le fait qu'elle doit avoir des échos en 2024 sans la transformer, sans la dénaturer et sans la trans. Évidemment, j'ai pensé au début à ça pourrait se passer dans une cité où tout d'un coup deux amoureux, enfin les parents, les familles, enfin c'est Roméo et Juliette, c'est West Side Story, c'est toute cette histoire-là. Donc ça pourrait être en 2024 dans beaucoup d'endroits durs de France. Et moi, je voulais plutôt raconter le rêve et la force poétique de cette langue. C'est-à-dire qu'on commence à travers le regard d'enfant. Et ça, c'était mon principe de départ, qui pourrait être sous son drap, dans un lit, avec des lampes de poche, à se re-raconter cette histoire d'amour et cette incapacité à s'aimer pour les uns et cette impossibilité à s'aimer pour les autres, euh, et en citant les, les vers et la pièce de Corneille. Et donc, ça nous permettait, dans le travail, c'est comme ça qu'on a commencé les répétitions, de tout imaginer, de tout déstructurer l'ordre des choses, l'ordre des scènes même. On a commencé les répétitions très régulièrement, on commençait la pièce par le meurtre de Rodrigue, son beau-père. Et tout d'un coup, c'était comme un flashback. Donc on avait le meurtre, on avait la scène d'amour, la grande scène d'amour de Chimène et Rodrigue, où il lui amène son épée encore pleine de sang. Et là, on réentendait la pièce et il rejouait les scènes qui avaient été normalement qui s'étaient passées avant, en disant mais non, ton père a dit ça à mon père, et l'autre répondait mais non, ton père a répondu comme ça, et toute cette espèce de remémoration. Et au fond, c'est comme ça que j'aime le théâtre. C'est soit un souvenir qui réapparaît, soit un jeu qui se remet en jeu. Voilà. Quelle est la définition de mon théâtre, enfin d'un théâtre que je cherche? Il n'est pas historique, il n'est pas complètement classique. Je ne sais pas s'il est politique. En tout cas, il n'est pas revendiqué frontalement politique. Il est poétique au sens du fait, enfin, au sens de de se remettre en mémoire et en vie des souvenirs. Et ça, pour moi, c'est la définition de la poésie, en fait. C'est quand quelque chose fait écho à soi. Quand une odeur, alors Proust, c'était la Madeleine, mais au fond, le théâtre doit être des Madeleines pour tout le monde. Et comment faire écho à chaque spectateur
ce qu'il est profondément dans son rapport amoureux, en l'occurrence dans le Cid, dans son rapport à la fierté et à l'absolutisme. Et puis, après, je vous laisserai me proposer une question parce que peut-être je vais trop loin. Non, non, pas Mais, de et souci. puis, quand même, mon obsession était de dire, remettons l'infante au centre de la pièce, qui pour moi est le plus beau rôle, le plus beau, la plus belle déclaration amoureuse qui soit. Comment est-ce qu'on fait quand on ne peut pas aimer et qu'on sait qu'on aimera éternellement quelqu'un? Comment on renonce à vivre cet amour tout en étant fidèle à soi-même et à cet amour précisément? Et c'est ce que fait l'infante dans la pièce, hein. Elle laisse son Rodrigue à Chimène, mais en jurant de l'aimer éternellement, au fond. Et souvent, elle est sous-traitée. Ce personnage, elle n'existe presque plus. D'ailleurs, quand on en fait on pense même à la couper des fois. Alors que le monologue de l'infante t'écouterait, enfin, cette prière, c'est peut-être le plus beau passage pour moi de la pièce. Alors, je vais revenir sur différentes choses. Vous saviez dès le départ, enfin, parce que la mise en scène semble le confirmer, mais que le Orage au désespoir serait repris par le public sans aucun problème. Je n'étais pas sûr de moi, euh, même après Grignan, où on a vérifié 45 fois que Ouais. 800 personnes le faisaient, j'étais pas sûr qu'au TNP, dans un cadre un petit peu plus institutionnel, un petit peu plus normal, ça se passe. Et ben ça se passe. Alors, encore là, je me remets à douter, est-ce qu'en tournée, ça sera partout pareil? Est-ce qu'à Paris, à Nanterre, il y aura cette même générosité du public? Eh ben, pour l'instant, ça s'est vérifié. En tout cas, tout le monde le connaît et même il y a quelque chose de furieux dans la salle. Là, au TNP, il y a des soirs encore plus enflammés qu'à Grignan où les gens hurlent, mais littéralement, ce qu'ils connaissent. Et après, ça remet en perspective et c'est quand même un hommage au théâtre, hein, de Ouais. dire voilà, cette- ces vers qu'on en a appris par cœur, voilà, qu'est-ce que c'est que le théâtre à part nous réunir autour d'un point connu pour aller vers l'inconnu. Il y a un repère, en l'occurrence le titre, le Cid, et en fait, on ne connaît pas tout à fait tous les méandres de ces personnages, toute l'aventure langagière de cette écriture. Il y a une question qui nous avait été envoyée un peu en amont, enfin deux questions. Une, entre autres une de Jean-Claude Lalias, qui ne peut pas être parmi nous aujourd'hui, mais qui vous salue d'ailleurs. La première question, qu'est-ce qui vous a poussé à orienter la dramaturgie vers ce va-et-vient entre narration et incarnation? Et la deuxième question de Jean-Claude, c'était en proposant que les comédiens racontent davantage l'histoire de leur personnage plutôt que de l'incarner, on s'éloigne volontairement de la formule classique de Corneille. Ces décalages permettent de mettre en valeur des personnages minorés, mais ça vous venez d'en parler, comme l'infante, à qui vous confiez d'ailleurs le soin d'ouvrir et de fermer le spectacle, hein. C'est-à-dire que ce choix, il est quand même très clair. Mais au fond, n'est-ce pas une manière de nous dire aujourd'hui que le texte de Corneille serait aujourd'hui injouable et sa langue quasi inaccessible à un public jeune? Alors la première, d'abord revenir sur l'incarnation et Narration. l'évocation, ouais. C'est mon obsession. Alors Brecht a appelé ça la distanciation en avouant, l'aveu en fait. Plus on avoue les choses, à mon sens, au théâtre, plus on se met d'accord sur des principes qu'on accepte, les spectateurs comme les acteurs. On, croyons ensemble à ce que l'on ne voit pas, mais voyons ce que l'on ne voit pas exactement. C'est ça le principe de départ. Et donc, le Il était une fois est central dans tous mes spectacles. C'est-à-dire, plus je vais revendiquer Il était une fois, plus le théâtre dans l'imaginaire va apparaître réel. Je ne sais pas comment être le plus précis possible et le plus clair, mais je dis souvent ça à des élèves. Au cinéma, quand on dit regardez le troupeau d'éléphants, bon, bah, on est obligé de montrer, il faut montrer le troupeau d'éléphants à l'écran. Au théâtre, plus on va dire regardez le troupeau d'éléphants, plus on va avoir la liberté de ne pas le montrer, mais de le voir ensemble. Et donc, ce rapport à la narration, à ce que l'on ne voit pas, mais ce qui est évoqué et ce qui est invisible euh, pour les yeux, mais comme dirait l'autre, visible pour le cœur, c'est ça qu'on met en avant. Donc, j'adore, et souvent dans les répétitions, je demande volontairement aux acteurs de repréciser le nom du personnage qu'ils jouent à chaque réplique.
Rodrigue dit que ta 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 ta. Chimène répond ta 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 ta. Mais parce que ensemble, on se souviendrait ou on imaginerait la scène. La scène telle, la scène réelle, elle ne sera jamais représentée ou représentable. Elle est réelle sur le papier, dans le rêve du spectateur, dans l'imaginaire des acteurs. Mais ce que l'on voit n'est qu'un moyen d'aller vers cette réalité imaginée. Et donc, croyons ensemble, c'est ce pouvoir de la croyance plus que de la narration d'ailleurs. Il permet ça. Je l'avais pas, je l'avais pas théorisé du tout quand j'ai mis en scène Tempête sous un crâne, en revendiquant le roman au centre du spectacle. Au fond, j'ai fait ça après de nombreuses fois parce que je trouve que dans le roman, euh, à voix haute, mais en gardant absolument la troisième personne et pas justement pas rendre direct les personnages, eh ben, on se permet à ce moment-là plus ensemble, grâce à une distance, grâce à une mise à distance, d'entrer dans une réalité dans le crâne des spectateurs. Voilà, ça, c'est mon obsession depuis toujours. Après, euh, c'est plus ou moins entendu et reçu. Souvent, d'ailleurs, des jeunes gens me disent, mais au début, il y avait rien, il n'y avait pas de théâtre. Et j'attendais qu'il y ait plus d'effets, plus de spectaculaire, plus en fait de jeux réalistes, comme on peut le voir à la télévision ou au cinéma. Et quand, par contre, on me dit régulièrement, quand j'ai accepté de comprendre que c'était en moi que la pièce se remettait debout, enfin, là, tout d'un coup, je voyais un milliard d'imaginaires s'ouvrir, se déployer, et ça devenait beaucoup plus riche. Donc, il y a toujours cette difficulté d'accepter que le théâtre doit être pauvre, au fond, que plus l'espace est vide, plus il peut être rempli par les spectateurs, que plus il y a de la place pour le rêve, mieux c'est, et moins on va faire croire qu'il faut qu'on voit exactement, exclusivement ce que l'on voit. Mieux ce sera pour moi. En fait, Voilà, une parole qui favorise la suspension d'incrédulité, on pourrait dire ça comme ça. exactement. Enfin, c'est peut-être sûrement plus clair que ce que j'essaie de dire. Non, non, mais je- quelle question. Euh, le choix de... Parce qu'il y a un choix quand même radical. Hein, normalement, il y a 12 personnages dans le CID. Et donc, hop, vous laissez de côté tout un tas de personnages, dont Sange, dont Nalance, dont Arias, Elvire, dont Fernand. D'où la suppression aussi de nombreuses scènes. Bon, là, on a mieux compris. Hein, vous faites la part belle finalement aux trois personnages jeunes, que ce soit Rodrigue, Chimène et l'Infante. Hein, c'est quand même les trois personnages assez centraux. Alors, j'ai plusieurs questions au-delà de ce que vous avez dit sur le fait de centrer sur justement cette relation amoureuse. Est-ce que c'est aussi lié à cette idée de je travaille avec quatre comédiens, enfin le choix de la distribution, comment ça s'est fait? Parce que bon, c'est des comédiens avec qui vous avez déjà tous travaillé Oui, hein, c'est depuis que très des très longtemps. fidèles. Que Voilà. des très fidèles. Federico Vanni, c'est plus récent, c'est depuis le Tartufo, hein, si je ne m'abuse. Euh, Exactement. mais les autres, certains depuis plus de 20 ans, je crois. Donc voilà, expliquer un peu ce choix de la distribution. Est-ce que c'était d'emblée ces quatre-là à qui vous avez pensé? Ou comment ça s'est fait? Bien sûr, pour moi, tous les spectacles se font toujours à partir des acteurs et c'est le rêve d'une projection d'un rôle pour un acteur qui me pousse, qui me donne l'audace d'aller vers Proust, Dostoïevski ou là, en l'occurrence, c'est effectivement pour le Cid et pour l'Infante. C'est pour Caril dans l'Infante et Ouais. c'est pour François dans le rôle du Cid. Et après, autour, j'ai retrouvé Federico en me disant que c'était les pères, il était les pères possibles. Et puis Cindy, c'était une chimène particulière, forte, puissante. C'était une ancienne élève avec qui j'ai fait cette troupe éphémère, qui est ce spectacle que je crée chaque année dans le théâtre que je dirige, avec des jeunes gens entre 15 et 20 ans. Tous les ans, voilà, je m'astreins, je m'oblige presque, mais c'est un plaisir pour moi et c'est quelque chose de très important à travailler avec des jeunes gens pour qu'ils s'approprient le théâtre. Et Cindy a fait partie des deux premières troupes éphémères de Saint-Denis, en 2014 et 2015. Et puis après, elle a fait son petit bout de chemin. Elle a été
dans la classe préparatoire de la MC 93. Elle est rentrée au conservatoire après à Paris. Et en sortant l'année dernière, on a pu retravailler ensemble et j'étais très heureux de la retrouver. En fait, mes histoires de compagnonnage et de fidélité, c'est des histoires de troupe. On parlait de Jean-Claude Lalias tout à l'heure, mais et d'Ariane Mouchkine. C'est pas complètement peut-être un hasard si j'ai commencé, C'est vrai. si mon premier spectacle, Tempête sous un crâne, a été créé au Théâtre du Soleil. Je suis fait de cet artisanat-là, de cette façon de voir le théâtre. Voilà, beaucoup plus que de faire une distribution avec un casting et chercher une vedette. Ça aurait été possible pour le CID, hein. Ça m'intéresse moins. C'est évidemment des déclarations d'amour à des acteurs que je connais et que je côtoie depuis longtemps. Alors, il y a une question qui vient du lycée Pasteur de Lille, parce qu'il y a des élèves de première STMG qui travaillent autour de Corneille. Alors, nous avons deux questions. Alors, la première, c'est pouvons-nous établir un lien entre le menteur et le cid? Je réponds à la première, oui. Alors, oui, déjà dans le titre, et je dirais peut-être encore plus avec l'illusion comique, où vraiment, quand certains m'ont fait quelques reproches sur ce spectacle, comme si j'étais infidèle à Corneille. Et pour moi, c'était une manière de le rendre encore plus. Enfin, c'était un hommage à Corneille. Ce spectacle, il permet d'entendre vraiment cette langue aujourd'hui et avec cette joie qu'il y a dans l'illusion comique, où effectivement, le menteur aussi, c'est un auteur, je crois, qui aimait vraiment la vie, qui était joyeux, qui aimait jouer, qui se prenait pas au sérieux. Et on le voit, en fait, dans l'illusion comique, très clairement, plus que dans le Cid, d'ailleurs. Et donc, oui, il y a des liens avec son théâtre. Alors, la deuxième, c'est comment metteriez-vous en scène le menteur? C'est toujours difficile de répondre. Moi, le travail de mise en scène s'invente vraiment avec les acteurs dans les répétitions. Et je revendique même le fait que tout n'est pas, comment dire, je ne sais pas où je vais quand je commence le spectacle. Quand je commence les répétitions du spectacle, je ne sais pas exactement ce que va être le spectacle. Donc, je pourrais évidemment pas dire aujourd'hui quelle serait la mise en scène d'un spectacle que je n'ai pas commencé à rêver. Par contre, je sais que j'essaierai d'être fidèle à cette joie de l'auteur, à ce plaisir du jeu qu'il y a chez Corneille, et j'essaierai de révéler le plus possible, de rendre le plus direct possible l'écriture. Et je trouve qu'aujourd'hui, des fois, c'est difficile euh, parce qu'on a l'impression de ne pas comprendre tous les mots, parce que les langues, la construction des phrases et des vers, des fois, sont bourrées d'inversions, et que donc on a l'impression qu'il faut en faire un travail un peu scolaire pour, pour réapprendre à comprendre le sens d'une écriture. Or, je suis sûr que la musique, le rythme, le son de ces mots euh, nous raconte quelque chose dans la joie de l'incarnation et de l'interprétation. Quand un acteur joue, tout d'un coup, un texte, même qu'on ne comprend pas sur le papier, nous parvient, comme un chanteur qui chante, comme un musicien qui joue des notes de musique qui ne sont pas des mots, mais pour autant, on comprend des choses. Ces notes de musique nous racontent des choses. Donc, je sais que mon enjeu, si je montais Le Menteur ou si je montais n'importe quelle pièce d'un grand texte que j'aime, ce serait d'essayer de faire entendre le texte autant par le cœur que par la tête. Et souvent, on a l'impression que mettre en scène, c'est faire comprendre au spectateur le sens du texte. Et moi, je pense que souvent, j'ai confiance en l'auteur, mais j'essaie de faire entendre la musique du texte pour toucher plus le cœur des spectateurs, pour fédérer la, oui, les spectateurs autour d'une musique, autour une musique, c'est pas très clair. Des fois, on a l'impression que je parle d'une musique additionnelle ou comme si je rajoutais de la musique. Je rajoute aussi beaucoup de musique, mais vraiment, l'écriture aide de la musique. Et ça, en fait, on doit le recevoir autant, autant qu'un texte raisonnable, construit, intellectuel. Le théâtre n'est pas intellectuel. Le théâtre est de l'ordre de l'émotion, enfin, en tout cas, du sensible épidermique, du sensible. Ça doit nous faire des frissons, le théâtre. Venir voir, écouter
n'importe quelle pièce, voir des acteurs ensemble jouer, être joyeux, se faire rire et nous faire rire, c'est ça qui nous touche. Souvent les plus grands rires au théâtre, c'est quand on voit le jeu de l'acteur. Donc c'est bien que c'est au-delà de faire entendre le texte dans sa compréhension raisonnable et intellectuelle. D'accord, Je merci beaucoup rebondis. pour vos réponses. Merci à De vous. rien. Je rebondis sur la question du travail du monde mise en scène en reprenant l'exemple de l'histoire d'un cine, parce que l'adaptation que vous présentez est indiquée comme collective, c'est-à-dire que de fait, les comédiens ont participé à cette adaptation. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu ce travail? En fait, à chaque jour de répétition, euh, il était question de se raconter toute l'histoire du Cid en changeant l'ordre des scènes et donc en se laissant la possibilité d'inventer d'autres d'autres détails, d'autres jugements, d'autres réflexions de chacun des quatre personnages. C'est-à-dire que j'arrivais le matin en disant, bon, bah là, on va commencer par la scène du meurtre. Euh, et puis, on va se re-raconter ça. Je disais ça de manière très, très globale, mais c'était important d'avoir toute la pièce dans la tête pour les acteurs. Euh, et évidemment, ils ne la connaissaient pas encore par cœur, entièrement, mais mon rêve était qu'ils apprennent toute la pièce, donc tous les rôles de tous les personnages, y compris ceux qui sont, dont Sanche, ceux qui sont apparemment coupés, pour que ensemble, comme un chœur, ils puissent reparcourir, retraverser toute la pièce et la mettre en doute, la mettre en question, la remettre en question au sens le plus fort du terme. Et en fait, les acteurs sont les auteurs du spectacle, pour moi toujours. C'est la définition de l'acteur. Être acteur, c'est être auteur de ce que l'on acte. Et donc, être interprète, c'est aussi donner l'impression que l'on est auteur de ce que dit son personnage. Ça, c'est une espèce de point de départ. Il y avait une immense confiance et une immense liberté pour les acteurs qui, chaque jour, en répétition, inventaient, rajoutaient, jusqu'à amener des textes de l'extérieur. Il y a notamment un texte merveilleux de Lamartine, un poème d'amour qui est peut-être la plus belle déclaration d'amour qui soit, que dit Chimène. Il y a une lettre qu'a écrite Marguerite Duras, qu'on fait entendre dans la voix de l'infante, qui est un merveilleux renoncement à l'amour, qui lui dit concrètement voici la lettre que j'aurais voulu t'écrire, cher Rodrigue, que je ne t'enverrai jamais À la fin de la pièce, hein, c'est à la la fin. fameuse lettre, ouais. Donc ça, c'est Duras. Mais c'est pour dire que, en fait, très vite, on s'est dit, enfin, moi, ma volonté, elle était de mettre en beauté, en puissance, en force, quelques vers de Corneille. Je cite souvent, je sais pas, il y en a des tonnes, mais je pourrais citer, non, mais j'ai même pas envie d'en dire un, tellement il y en a que j'aime, des vers. Mais l'idée, elle était de faire parvenir la poésie de Corneille, plus que l'histoire, euh, enfin, que son récit historique. Ça, c'est vrai que ça m'intéressait moins et que je me demande quand même jusqu'où ça peut nous toucher aujourd'hui et jusqu'où ça touche des jeunes gens quand on dit qu'on fait un théâtre vraiment populaire, sans tomber dans le musée, quoi, sans tomber dans la reconstitution historique. Mais cette illustre clarté qui tombe des étoiles, tout d'un coup, ce verre qui est incompréhensible, pourquoi on parle d'étoiles, de clarté qui tombe, de quoi on parle? Mais en fait, ça nous bouleverse, ça doit nous foudroyer le cœur. Et donc je disais aux acteurs, vous devez réussir à mettre quelques vers comme ça en exergue, comme si vous les aimiez plus que tout, pour nous les faire entendre comme la plus le plus beau fragment de poésie qui soit. Donc c'était ça le premier but. C'était comment se remettre en condition pour pouvoir dire 12 pieds, un alexandrin, un vers, deux vers, trois vers maximum, mais que tout soit concentré, condensé dans ça. Et ça, c'était le défi. Et donc les acteurs disaient, bon, bah,
se racontait l'histoire avec le récit de l'histoire, mais se racontait aussi d'une manière poétique, se mettait à chanter, se mettait à danser. Et évidemment, enfin évidemment, ça aurait pu d'ailleurs, mais par exemple, il y a le SOS d'un terrier en détresse, Starmania. On peut dire que on est quand même loin, normalement, quand on monte le site de Corneille de Starmania, a priori. Et pourtant, quand tout d'un coup, avant le Nous partîmes 500 de Rodrigue, où il raconte voilà, le combat, la folie, les meurtres, la perte, et en même temps, il revient vainqueur d'un combat qui pour lui est un échec. Enfin, et ben, il dit, je suis perdu au milieu de l'océan. Il raconte toute cette situation et il en arrive à dire au secours et à appeler à l'aide et à envoyer son SOS et à dire qu'il n'a plus les pieds sur la terre et à dire exactement les mots de Plamondon. Mais ça, c'est François qui, d'une manière très joyeuse, se met à vulgairement déconner, hein, mais parce que on flirte tout le temps avec ça, ne jamais se prendre au sérieux, en fait, et tout le temps considérer que tout ce que l'on dit est grave, mais sans jamais se prendre au sérieux. C'est ça le rapport de jeu que je cherche avec les acteurs. Donc tout leur appartient, tout naît de leur proposition, de ce qui les anime et de ce qui les habite eux, et tout ce qui viendrait de manière extérieure un peu plaqué par moi serait faux, en fait. Et c'est pour ça que je dis que c'est évidemment collectif et qu'évidemment, c'est une adaptation. En fait, tout ce qui a été rajouté, c'est né d'improvisation d'eux ou de tentatives ou oui, ou de blagues, en fait, que se font les acteurs en travaillant. Je reviens sur la question des passages chantés, parce qu'il y a des questions qui nous avaient été envoyées là-dessus de Céline Andréani. Pourquoi, dans cette création comme dans d'autres, parce que ce n'est pas nouveau dans votre travail, surgit le chant? Qu'est-ce que la voix parlée ne parvient pas à faire selon vous? Qu'est-ce que le chant apporte en plus? Pourquoi la nécessité du chant et de la musique au plateau? Et comment décidez-vous qu'un passage sera plutôt chanté ou parlé? Vaste question. Je ne sais pas comment réellement dissocier les deux. Je ne sais pas ce qui est de l'ordre de la musique ou ce qui est de l'ordre du théâtre. Euh, J'aime quand je vais voir un concert le cérémonial théâtral qu'il y a autour. Et j'aime quand je vais voir une pièce de théâtre la dimension sensible et musicale qui existe. Ce que je sais, c'est que la musique, c'est ce qui soude, c'est ce qui soulève les cœurs au présent des spectateurs et des acteurs en même temps, ici et maintenant, de manière inconditionnelle, universelle, ça dépasse immédiatement les peurs et les craintes de ne pas comprendre. Voilà, on, on- on pourrait croire qu'on ne comprend pas la musique. Or, on la comprend, c'est-à-dire on la prend avec son cœur. Et au fond, pour moi, le théâtre, on doit le comprendre de la même manière. Le comprendre émotionnel, enfin, épidermiquement, au-delà du sens. Donc, c'est une manière de revendiquer toujours le fait que le théâtre n'est pas euh, une histoire intellectuelle. C'est pas ça. Donc, c'est ça la raison d'être, au fond, de la musique. C'est tout ce qu'on ne sait pas dire, tout ce qu'on ne peut pas dire, tout ce qu'on n'arrive pas à dire avec la parole et avec les mots. Euh, je cite souvent quand on pose cette question, c'était la raison d'être de Parole gelée, de Rabelais, avec cet épisode merveilleux des mots gelés où il se retrouve en pleine mer et il dégèle des dragées qui sont des perles de couleur qui deviennent des mots et qui, au contact de qui réchauffe ces glaçons, qui les fait fondre, qui, voilà, en fait, en fonction des acteurs et des timbres et des chaleurs de la voix de l'acteur, les mots prennent un sens différent et prennent une puissance d'évocation différente. Et en fait, pour moi, c'est la définition du théâtre que je cherche. Et donc, théâtre et musique, ben, un spectacle réussi, c'est les noces du théâtre et de la musique. On fête les noces de ça. Il y a en particulier, moi je pense à deux chansons de Chimène, le Juste ciel d'où j'attends mon remède et Ma passion s'oppose à mon ressentiment, parce que c'est aussi il y a ce rythme Oui, du... Juste au ciel, c'est l'infante au début. Ouais, c'est l'enfant. Ouais. Oui, c'est l'infante, pardon. Est-ce que c'est aussi pour qu'on entende d'une autre façon ces fameux alexandrins, parce que l'alexandrin se marie aussi assez bien avec
une mise en chanson. En tout cas, c'est facile, ça rime et c'est déjà versifié. Donc, c'est sûr que c'est simple. Mais souvent, je dis aux acteurs, chante-le. Chante-le, ça t'obligera immédiatement, de manière inconsciente, à ne pas vouloir l'expliquer et le jouer de manière réaliste, qui en fait n'existe pas. Et ça met en jeu le pouvoir euh, poétique d'un texte. Donc ça, c'est presque un outil pour moi de décoller euh, des situations. C'est-à-dire comment les acteurs sont des poètes avant d'être des personnages. C'est des poètes qui font exister le personnage dans un invisible. C'est des magiciens, les acteurs, selon moi, au théâtre. Et les chansons, euh, là dans le CID, finalement, je croyais le faire beaucoup plus chanter que ça. Mais le fait de le mettre à distance et de le revendiquer comme un théâtre qu'on connaît par cœur, enfin un texte qu'on connaît par cœur, était de cet ordre aussi. C'est-à-dire qu'on dit ensemble quelque chose qu'on connaît, donc on le met à distance et on le fait revivre comme les paroles gelées qui réapparaissent. Euh, je crois qu'on entend toujours mieux. En tout cas, rien doit être normal. Et quand un acteur dit des vers, je considère au début toujours que trouver suspect le fait qu'il parle en rimant. Un personnage dans la vie, il ne rime pas. Il ne parle pas en 12 pieds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. C'est bien qu'il est complètement fou déjà. C'est bien qu'il a une forme de joie d'un petit vélo dans sa tête qui fait qu'il arrive, tellement il est furieux d'un sentiment qui le emplit, à parler en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Et cette joie-là, elle en arrive même à le faire rimer. Et la rime le rend encore plus amoureux, encore plus passionné. Mais je redis souvent aux acteurs, attention, ne considérons pas que c'est normal. Et considère que c'est un état au-dessus de la normalité qui te permet de devenir poète de toi-même. Et donc, le chant, c'est le stade d'après. C'est de dire, tu es tellement fou, tu es tellement furieux, furieux au sens d'une joie furieuse, hein, que tu en arrives à chanter parce que tu ne peux même plus le dire normalement. Alors non seulement tu n'arrives pas à le dire avec des mots comme tu le ferais dans la vie, parce que tu le dis en vers, tu le rimes et en plus tu le chantes. Mais c'est parce que c'est une incapacité à être quotidien. Au fond, c'est ça. Alors, et il y a le cas un peu particulier aussi de Federico Vanni, c'est-à-dire que le travail sur ce phrasé très singulier, et puis lui aussi chante d'ailleurs en italien. Le fait d'ailleurs, ce choix, c'est venu de lui aussi, j'imagine, ce chant en italien, et parce qu'il y a quand même aussi ce plaisir de l'accent, de cette voix très particulière. Moi, j'ai pensé à Paolo Conte quand il a chanté. Enfin, voilà. Enfin, est-ce que vous pouvez parler aussi de ce cas-là? Alors, vraiment, de redire que le théâtre que je fabrique, je le fais à partir des acteurs, à partir des êtres que j'aime, que sont ces acteurs-là, fidèles, avec qui on a des histoires on disait 25 ans tout à l'heure, enfin, c'est vrai, c'est depuis Caril et François, c'est depuis toujours en vérité. Federico, c'est depuis le Tartuffe que j'ai fait à Naples, où il jouait le Tartuffe en italien, et où c'était une rencontre merveilleuse d'un acteur que je connaissais pas. C'était en 2020, enfin juste après le Covid. Je devais partir avant le Covid et puis finalement le spectacle s'est fait juste après. Euh, et évidemment, quand je pense à lui, je pense d'abord au cœur d'enfant, Caril, François, Cindy, et je me dis il manque un, un personnage, enfin un acteur plus mûr, qui pourrait plus et facilement, évidemment, évoquer les pères, en tout cas les générations. Parce que l'enjeu était quand même clairement de dire que de mots et de pleurs nous coûteront nos pères. C'est ça peut-être le vers qui résume la mise en scène. C'est l'héritage, le poids de nos parents, quoi. Comment on assume ce qu'on doit être au-delà de nous, comment on peut s'en débarrasser sans le renier. Donc, ils le disent deux fois, ce que de mots et de pleurs nous coûteront nos pères. Et donc, c'était important d'avoir comme ça un acteur un peu plus
euh, qui ait plus de poids. Et j'avais en fait simplement envie de retravailler avec lui de manière totalement subjective. Et j'avais pas envie de placer l'histoire spécialement en Espagne. Pour autant, bien sûr que ça fait, il y a une évocation, il y a un humour de ça. Je trouve aussi que dès qu'on entend un accent, ça révèle la langue de manière particulière. Souvent d'ailleurs, quand on bloque, même quand je donnais des cours dans des écoles de théâtre, des fois je dis, mais fais-le en anglais. Vas-y, invente-le avec un accent anglais. Et puis les élèves régulièrement ne savaient pas traduire en direct une scène. Et donc finissaient par dire la scène qu'ils étaient en train d'essayer de jouer avec l'accent en anglais. Et au fond, tout d'un coup, ça révèle tout le rythme voilà, d'un phrasé, d'un ping-pong de répliques, au-delà ça passe par la tête, j'essaie de penser à ce que je dois faire pour le refaire, voilà, on retrouve du jeu. Et pour le spectateur, à l'inverse, entendre les choses bizarrement, donc l'accent italien, en l'occurrence, alors il fallait que ce soit compréhensible, il fallait quand même le plus possible respecter les 12 pieds et puis enfin, les rimes, les forces, les diérèses, tout le bazar, sans en faire non plus une religion. Je crois aussi, et ça a été un peu le fil du travail, que c'était important de se dire voilà ce que ça devrait être si on respectait tout. Et voilà ce que on accepte ensemble de donner en le respectant et puis de le dépasser. De le dépasser parce que c'est nous aujourd'hui, en 2024, avec nos rythmes, nos bouches, nos tempéraments, nos accélérations. Et au fond, euh, on sait que ça a été trahi immédiatement parce qu'on ne parle plus en vieux français, qu'on n'est plus éclairé à la bougie et qu'on n'a plus une gestuelle de théâtre baroque. Donc, moi, qu'on vienne pas me dire c'est infidèle à ce que c'était, de toute façon, ou alors il faudrait le refaire totalement en vieux français comme à l'époque. C'est pas ça, le théâtre. Le théâtre, en tout cas, les acteurs doivent être des interprètes, au sens qu'ils interprètent une langue étrangère pour la rendre perceptible aujourd'hui. J'aime comparer les interprètes artistes aux interprètes d'une langue étrangère. On dit qu'on est interprète d'une langue. Ben, c'est exactement ça. Donc, il s'agit de fidèlement rendre hommage à la langue tout en la façonnant, la teintant de ce que l'on est aujourd'hui. Donc, oui, les diérèses, oui, les 12 pieds, oui, les rimes, jusqu'à un certain point. Et on a pris la liberté, de temps en temps, de faire tomber certains pieds d'un vers en se foutant de savoir si c'était une rime masculine ou féminine. Tant pis, on vire un vers complet et puis on a deux vers qui riment et puis la troisième qui est brinque-ballant. Mais en fait, c'est pas grave si c'est habitué. En tout cas, c'était pas l'objet, c'était pas notre sujet. Et voilà, c'est pour dire aussi l'italien, c'est bien sûr que ça aurait été un autre travail avec un acteur français parfaitement respectant beaucoup plus évidemment la langue. Bon, bah là, c'était faire avec Federico, faire avec ce qu'il était, et donc amener aussi de sa joie à lui, de sa chanson intérieure, et jusqu'au jour où, maladroitement au départ, il s'est mis à chanter le texte. Et ça en a fait très vite une espèce de chanson à la Paolo Conte, et vous disiez, mais c'est ça, hein. Enfin, mais sans qu'on s'en aperçoive, en fait. C'était une espèce de fureur il disait à son fils, tu dois y aller maintenant, tu dois aller te battre, va venger, vas-y. Et on a repris une des traductions italiennes du Cid de Corneille qui existe en Italie aujourd'hui, comme souvent les traductions, lui, il la détestait parce qu'il la trouvait très démodée. C'est vrai que les traductions se démodent plus vite, même en France, bien sûr. Et il s'est mis à chanter avec de l'humour en disant c'est complètement désuet et on va en faire une vieille chanson de variété à l'italienne. Et c'est comme ça que c'est arrivé. Mais souvent, dans les répétitions, et c'est pour ça que c'est un équilibre entre l'intuitif et la connaissance. L'intuition et la connaissance, mon travail. C'est toujours laisser la place à l'intuition, même si on sait ce que ça devrait être. Et donc, on se permet en répétition tout.
Il n'y a pas de barrière, il y a pas d'impossible, il y a rien qui déshonore le Corneille. Et c'est cette énergie-là que je demande aux acteurs tout le temps, qui permet. Alors, des fois, on y voit dans des spectacles quelque chose d'un petit peu ironique, mais comme je crois être un immense fidèle de la littérature, enfin, en fait, c'est quand même pour la langue que je fais ça à chaque fois, pour les écritures que j'aime réentendre aujourd'hui. Je crois vraiment que c'est une manière de rendre hommage. Et vous dites, la question, oui, c'était la chanson. Mais oui, la chanson, c'est des blagues. Non, voilà, pardon, pour aller au bout de ce que je veux Ouais. dire, c'est que les acteurs, en fait, font plein d'autres blagues pendant toute la répétition. Et en fait, ce qui est évident à refaire quand ils le refont le jour d'après en répétition, si c'est remis un tout petit peu en question, en doute, si on n'est pas sûr, alors on le dégage. Alors ça reste pas. C'est vraiment ce qui, à l'épreuve du temps et de la répétition, revient et reconquiert nos rêves qui persistent en fait. Mais par exemple, je n'écris rien en répétition et je ne demande pas spécialement à des assistants de prendre en note tout ce que disent et tout ce qu'inventent les acteurs, ni l'ordre des choses. Par contre, je considère que si c'est évident, si c'est juste, alors on va s'en souvenir. Et le lendemain, si on s'en souvient pas, eh ben, c'est que c'était pas ça. Et la même chose, si tout d'un coup François s'était mis à chanter le SOS et que le lendemain ça aurait apparu, si ça avait apparu comme quelque chose d'un peu une espèce de blague, bon ben on l'aurait dégagé aussi. Mais ça, il a été capable, et nous avons été capables de l'entendre à chaque fois comme une réelle remise en doute profond du personnage de Rodrigue à ce moment-là qui a besoin de chanter cette chanson. Mais c'est jamais, voilà, ça a jamais basculé comme une espèce de clin d'œil potache. Euh, Tout d'un coup, parce qu'il y en a eu plein d'autres, des moments où en répétition, on a eu le sentiment de trouver quelque chose de juste, et puis le lendemain, on trouvait ça débile et ridicule. Et donc, on le dégageait. Bah, le côté potage, c'est bah, justement, je pense à la scène Orage au désespoir où c'est Federico qui a réintroduit le tragique presque, enfin parce qu'il y a un moment qui dit stop quoi, on arrête tout là. Donc ça aussi, j'imagine que ça a été un moment, ce jeu avec le public, mais dont vous dites qu'à Villeurbanne c'était encore plus dingue. Là aussi, c'est apparu pendant Dans les le répétitions. travail, Ouais. dans le travail, on Ouais. l'a mis beaucoup, beaucoup plus en cause, ce texte, et à beaucoup plus d'endroits, les acteurs, enfin les personnages, je ne sais jamais si c'est les acteurs, les personnages qui nous parlent, je ne sais pas. Mais ils nous disaient, non, 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 c'est pas ça qui s'est passé, c'est ça qui a été dit, et ça a été dit comme ça. Et là, on redisait. Et d'ailleurs, pendant longtemps dans les répétitions, j'imaginais refaire plusieurs scènes, plusieurs fois de D'accord. différentes manières. Il y avait aussi ce désir, pendant longtemps d'ailleurs, on a tourné autour du, enfin, c'est toujours des recherches, hein, et c'est vraiment pour ça que c'est extrêmement collectif et que ça faut rendre aux acteurs ce qui leur appartient. Euh, dans le travail, en fait, on doute, on essaye, et effectivement, là, c'est resté dans le orage au désespoir où Federico vient arrêter complètement la mise en, en rire et en blague de tout ça. Mais ça nous permet, nous aussi, d'entendre cette réplique qu'on n'écoute plus avec un sentiment comme ça, quand lui dit ô rage, ô désespoir, ô vieil, et qu'il n'arrive même plus à soutenir cette épée. En fait, et je crois que c'est parce qu'on a chanté le texte ensemble avant que ça nous bouleverse d'autant plus quand tout d'un coup on est touché par ce gros homme faible qui n'arrive même plus à être un père. Autre question sur par rapport aux costumes, parce que vous avez travaillé avec Macha Makayev pour les costumes, mais ça fait, enfin voilà, vous collaborez régulièrement ensemble depuis un certain nombre d'années aussi. Ce qui a à la fois ce côté très contemporain, très coloré, avec de temps en temps juste une fraise pour rétablir un petit peu une forme de contexte historique. Mais voilà, comment vous travaillez avec elle sur ce choix des costumes? Est-ce qu'elle, voilà, comment ça se passe très concrètement?
Très concrètement, il y a l'envie de couleurs franches. C'est comme un peintre, Macha, et elle construit comme ça des touches de peinture, de couleurs. Elle, il y a presque un portant de vêtements qui sont tous chargés d'une âme. C'est au fond ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on on réhabite des âmes perdues. Le théâtre, c'est ça, hein, c'est essayer de réenchanter. Je pose toujours la question, mais est-ce que c'est l'acteur qui rentre dans la peau d'un personnage ou est-ce que c'est la peau du personnage qui se dépose sur le corps d'un acteur? Dans quel sens ça s'opère? On n'en sait rien. Il n'y a évidemment pas de réponse unique. Mais avec Macha, il y a cette idée que le moindre objet est animé, voire réanimé de plusieurs âmes, en tout cas est chargé de plusieurs âmes, et que donc il vient aider l'acteur euh, à habiter presque des fantômes. Donc c'est pas c'est pour dire que c'est pas des vêtements qui ont été fabriqués. C'est des vêtements qui soit ont servi à d'autres spectacles, soit ont servi à d'autres vies, et soit effectivement ont servi à d'autres époques. Et donc, ça participe de cette quête de jeu de certains acteurs qui pourraient dire, mais regarde, si je mettais cette fraise, si je mettais ce pourpoint, si je mettais cette couleur, si je mettais le manteau de mon père, plein de sa sueur, qu'est-ce que je ferais? Et ils le font presque comme un aveu devant nous. Quand Rodrigue met ce pourpoint pour aller au combat, bon, bah, non seulement il rentre dans le combat, mais il rentre dans l'histoire, il rentre dans un autre temps. Voilà, ça nous raconte tout ça. Et avec Macha, ça reste toujours chargé d'une antériorité et en même temps, c'est toujours d'aujourd'hui. Enfin, c'est toujours. Et ça, pour moi, c'était important de, de ne pas faire croire qu'on était dans une époque. C'est l'objet évidemment aussi de la scénographie et du jeu. Euh, on est loin d'une situation. Moi, je pourrais plus parler d'un espace vide. Je pourrais donc plus parler même enfin, d'une deuxième peau intemporelle, pas forcément contemporaine au sens de revendiquer une époque d'aujourd'hui, mais de toutes les époques, donc de toutes les couleurs. Voilà, c'est cette quête-là qu'on a avec Macha depuis maintenant plus de 10 ans. Euh, Juste par rapport à la question de, bah, on a évoqué la scénographie avec cet univers très très enfantin, que ce soit le petit bateau, le cheval à bascule, le château gonflable. Mais tout ça était devant quand même la façade du château de Grignan, donc il y avait quand même ce jeu de miroir assez intéressant entre les deux châteaux. Et du coup, c'est là aussi la question de la transposition dans des salles de théâtre plus classiques, parce que enfin, vous avez travaillé, je pense en particulier à la scène où l'infante apparaît dans une fenêtre du château. Voilà, donc la transposition dans un autre lieu où on n'aura plus ce magnifique cadre extraordinaire du château de Grignan. Voilà, comment vous pensez cette adaptation? Eh ben, comment répondre honnêtement? Je ne la pense pas. D'accord. Et on commence par le faire vraiment pour Grignan, en Ouais, disant je veux casser cette façade, je veux jouer de la façade. ouais, Donc, on va mettre un château devant le château et on va dégonfler le spectacle à vue. Voilà. C'était une blague, en fait. ouais, Et on va faire sauter des acteurs, jouer au sens littéral, comme Chimène essaie de déstabiliser Rodrigue de ouais. manière concrète. Et ça, c'était pour Grignan en réalité, mais c'était une commande au départ pour ça. Et puis arrivent les représentations où en fait on passe 2 mois à être charmé au-delà de la façade par le vent, par les étoiles, par les nuages, par la lune qui arrive, par le jour qui tombe. Et c'est ça en fait où moi je me disais au fur et à mesure des représentations, comment on va transposer cette vérité-là où de manière tangible, palpable, on a des êtres réels sous les étoiles, dans le vent, qui, qui, qui au fur et à mesure tombent dans l'histoire, basculent dans le noir. Voilà, c'est presque une métaphore du théâtre. On ne voit pas, ça arrive de manière imperceptible, le jour tomber. On s'aperçoit au bout d'un quart d'heure qu'on est dans le noir et qu'on est au théâtre. Et c'est ça, en fait, ma quête, comment on allait transposer ça.
Et à ce moment-là, en fait, on se rappelle que le théâtre est que la boîte noire et que l'espace de concentration, en fait, il nous aide. Et que finalement, au TNP, où on a recréé le spectacle, enfin, on a répété et adapté un petit peu, ça reste exactement la même structure. Il y a des cadres de lumière comme ce qui existe à Jardin et à Cour, derrière les musiciens et derrière le petit espace de Federico. En fait, il y a des murs de lumière entiers qui remplissent tout le cadre de scène. Euh, on parle de 12 mètres par 12, hein, de ces petites loupiottes de foraines, enfin de manège, qui viennent charger et descendre, qui descendent des cintres. Voilà. On est dans un espace plus mental, plus onirique, peut-être plus joyeux, au fond, et on entend en réalité beaucoup mieux la langue. Donc ça permet aux acteurs d'être beaucoup plus subtils et de rentrer dans un gros plan. On rentre dans l'âme des spectateurs beaucoup plus puissamment qu'à Grignan, où les acteurs devaient quand même toujours se battre pour exister. Là, tout d'un coup, c'est comme si on avait un zoom où oui, on rentre dans l'âme et dans la langue de Corneille, et notamment chez l'Infante, c'est encore plus fort, même si j'ai regretté la fenêtre, évidemment, du château. Mais bon, bah, il y a un petit jeu où, à ce moment-là, euh, elle s'envole, enfin, elle monte sur une espèce de podium qui monte comme ça, et puis le mur d'ampoule monte en même temps et disparaît à ce moment-là. Donc, on a cet effet d'immensité comme on ne pouvait l'avoir, en tout cas de verticalité très grand, qu'on avait déjà à Grignan. Et au fond, moi, j'aime bien maintenant que ça nous éloigne un tout petit peu du château classique et qu'on ait moins besoin de le casser plutôt que d'être dans une forme plus abstraite, mais en fait plus vraie, plus théâtrale. Il y avait une dernière question sur est-ce que l'histoire du Cid est une histoire vraie? La réponse, je vous invite à lire le roman d'Arturo Pérez Reverte, parce que le Cid est un héros en Espagne, hein, reste un héros, enfin, qui est une histoire vraie. El Cid Campeador, qui s'appelait de son vrai nom Ruy Diaz de Vivar. Et vous avez ce roman d'Arturo Pérez Reverte qui a été traduit en France en 2023, qui s'appelle Sidi, donc où vous verrez la vraie histoire du Cid. Donc, si vous voulez en savoir davantage. En tout cas, mille merci, Jean Bellorini. Voilà, mille merci pour cet échange qui sera mis en ligne aussi bien sur le site de Cyrano Éducation que sur celui de l'ANRAT. Et puis, de toute façon, nous aurons l'occasion de nous retrouver pour un échange autour de Paroles gelées le 4 février prochain. Donc, ce sera absolument parfait pour compléter cette approche de votre art de la mise en scène. Mais Merci. merci beaucoup à vous. Merci.